Al-Watan et Africa Book Review. Il a un ouvrage en préparation sur Frantz Fanon, donc l'intitulé est Frantz Fanon, le Martiniquais algérien, qui paraîtra chez Kesba Éditions et l'Harmattan Guinée en début 2026, Inch'Allah. Aujourd'hui, il va nous présenter une conférence intitulée Cartographie de l'œuvre de Frantz Fanon, lieu de mémoire, lieu d'engagement. Vous avez la parole, monsieur. Merci, madame la présidente de cette séance. Je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, j'étais un peu ému, beaucoup ému. Donc, j'en profite pour remercier monsieur Boualem Tabouche, d'abord pour sa sollicitation pour venir à Bouira. Je suis très fier d'être ici et d'être parmi vous. Alors, cartographie de l'œuvre de Frantz Fanon, lieu de mémoire, lieu d'engagement. Évidemment, Frantz Fanon, il a écrit quelques pièces de théâtre, mais principalement, ce n'est pas un romancier. Donc, on peut se demander pourquoi. Alors, de prime abord, ce que je peux vous dire, c'est que Frantz Fanon a une plume, justement, d'écrivain. Et c'est ce qui a fait que j'ai proposé cela à Boualem Tabouche, qui a tout de suite accepté, dans le cadre justement de la géocritique. Alors la théorie de la géocritique s'appuie sur l'interaction entre l'espace de vie et la création littéraire, la création plutôt textuelle, que celle-ci soit littéraire, politique ou idéologique. Le concept géocritique a été initié à Limoges en 1999 et il permet d'explorer les liens entre un territoire de formation des idées, et à partir de ce territoire. Le système critique de cette théorie m'a séduit pour analyser le lien entre Frantz Fanon et sa cartographie, d'autant plus que le monde célèbre cette année l'anniversaire donc de sa naissance qui eut lieu en 1925 en Martinique. Donc en effet, il m'a semblé utile d'interroger les textes de Frantz Fanon en relation avec les pages, entre les espaces géographiques, d'interroger les textes de Frantz Fanon en relation entre les espaces géographiques où il a vécu, afin de comprendre et si ces dernières influèrent sur l'évolution de sa pensée. Donc la dimension politique et idéologique du lien matriciel entre l'homme et ses espaces géographiques me semble pertinent pour questionner précisément ce rapport, espace, pour Frantz Fanon, et ces lieux sont les Antilles, la France métropolitaine, l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. L'archéologie politique et idéologique de ces textes, Frantz Fanon, est-elle liée à la territorialité et est-elle une impulsion pour une personnalité perçue comme révoltée? Mon propos donc est d'établir la corrélation entre l'histoire chronologique des territoires de vie de Frantz Fanon et ses engagements. Donc sont-ils un lien avec la mémoire historique des lieux? Une vie traversée avec une fulgurance sans pareille mérite, me semble-t-il, d'être soulignée en rapport avec ses déplacements. L'ultime question est de savoir quels sont les territoires qui transformeraient les vies en destin, et en destin de possibilités et en marqueur de construction idéologique. Dans ce cas, peut-on parler d'une cartographie fanonienne éclairante grâce à la théorie de la géocritique telle que formulée par Bertrand Westphal, Édouard Saïd, Achille Mbembe ou Édouard Glissant. Donc je vais commencer par le territoire de la Martinique. Frantz Fanon, il est né martiniquais et décédé algérien. Ce sont deux marqueurs dans le temps qui sont révélateurs d'un cheminement d'une vie malheureusement trop courte. La Martinique, donc, d'une vie trop courte, riche et sans concession surtout.
En tant que territoire de naissance, la Martinique n'était pas un lieu exempt de douleur, avec une population descendante de la traite des esclavisés, dont Frantz Fanon. Né dans un milieu familial appartenant à une société marquée par un racisme systémique lié au Code noir, ce qu'on appelle le Code noir, jusqu'en 1848. C'est-à-dire le Code noir gère les relations entre les Blancs de Martinique, qu'on appelle les béquets, et les esclavisés. Donc territoire colonial de confrontation, nécessairement, territoire d'exploitation, de déportés d'Afrique dès le XVIIe siècle sur les champs de canne à sucre. Alors, Frantz Fanon savait cet héritage esclavagiste, car la mémoire collective martiniquaise a inscrit les repères socioculturels de cette histoire tragique qui a marqué d'un fer rouge l'histoire de l'île. Les descendants ont maintenu une trace vive de leur histoire. La réalité agricole de l'île reste en porte-à-faux avec l'image touristique idyllique que l'on a aujourd'hui de la Martinique, qui s'est construite à partir d'une géographie humaine en fait douloureuse à cause du passage du milieu. Le passage du milieu, c'est l'océan Atlantique. Alors même si les origines ancestrales de chacun restent souvent floues, celle de Frantz Fanon serait béninoise, comme le sont beaucoup de Martiniquais du reste. J'avais interrogé son fils, Olivier Fanon, sur les origines africaines, donc de sa famille, et sa réponse fut celle-ci. Il m'a dit, est-ce important? Donc son déficit de mémoire du territoire des origines est surprenante. Néanmoins, partiellement vrai, car la généalogie des Fanon remonte tout de même à la fin du XIXe siècle, ce qui semble structurant. Aujourd'hui, Olivier Fanon est bien entendu algérien. Il a travaillé, il a fait pratiquement toute sa carrière aux affaires étrangères et il était attaché à l'ambassade d'Algérie à Paris. Et le petit-fils donc de Frantz Fanon, Cédric Fanon, vit en famille aujourd'hui en Algérie en tant qu'Algérien. Donc l'enfance de Frantz Fanon fut protégée en dépit de l'histoire de l'esclavage présente dans l'inconscient. Le jeune Frantz a passé son adolescence à la recherche d'un idéal de liberté et de justice, d'autant plus qu'il est juste de dire que les plantations de canne à sucre en Martinique n'avaient rien à envier aux plantations de coton dans le sud de l'Amérique, en termes d'exploitation et de racisme qui continuèrent quand les plantations de canne à sucre furent remplacées au XXe siècle par les plantations de bananiers. Je ne rentre pas dans les détails par rapport aux conséquences écologiques sur l'île et sur la santé donc des Noirs martiniquais. Alors cet inconscient mémoriel du racisme sur ce territoire s'est exprimé avec la publication de l'ouvrage Peau noire, masque blanc au pluriel, dans lequel Frantz Fanon dissèque la question justement du racisme et analyse ses origines. Et il dit, chez le nègre, il y a une exacerbation affective, une rage de se sentir petit, une incapacité à toute communion humaine qui le confine dans une insularité intolérable. Donc on voit que Frantz Fanon, dans tous ses textes, donc, parle justement de cette intolérance de vivre dans un milieu, disons, où les Noirs et les Blancs, les béquets, ne se parlent pas. Donc il démontre en fait le trauma qui se transmet de génération en génération. Et ce trauma décrit l'impact de l'esclavage sur le plan psychologique, d'où cette évidence que Frantz Fanon exprime ainsi. Et il dit, je suis nègre, mais naturellement je ne sais pas que je suis nègre. Je ne sais pas, puisque je ne le suis pas et puisque je le suis. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que noir parmi les noirs, je ne sais pas que je suis noir. Je ne suis noir
que lorsque les Blancs me disent tu es noir. Voilà. Donc, c'est une question qui est récurrente dans cet ouvrage. Ce sont les esclavagistes qui disqualifient en plus la couleur noire de l'Africain. Frantz Fanon n'est pas exemple de cette histoire, mais il pense qu'il ne faut pas être esclave de l'esclavage, hein, comme il ne faut pas être esclave du colonialisme, dans le sens, justement, où il faut aller de l'avant. Son éditeur, Francis Janson, à l'époque, Francis Janson qui a travaillé en soutien au FLN, donc, rappelle dans la préface de Peau noire, masque blanc, la double vision de Frantz Fanon. Je le cite, « L'homme qu'il s'agit de sauver, ce n'est pas cette abstraction de nulle époque dont on livre volontiers le destin à l'accomplissement d'une dialectique indéfinie, c'est à ce nègre arraché à son village, traité comme un forçat, battu et méprisé. » Donc les exemples peuvent être multipliés à l'infini, mais ce qui est à retenir, en fait, par rapport à la Martinique et au territoire martiniquais, c'est son analyse contre le racisme qui prend sa source donc dans ce territoire, et cela a structuré ses premières révoltes. Le deuxième territoire qui est important dans la vie de Fanon, c'est le territoire de France, c'est-à-dire la Martinique est française, mais la France hexagonale, la France métropolitaine. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les lieux de vie stimulent des réactions à partir d'expériences vécues et d'appréciation des mentalités. Son séjour en France lui a permis de désacraliser ce territoire suite à 2 séjours qu'il a eus donc en France. Le premier séjour eut lieu durant la Seconde Guerre mondiale, quand le lycéen Frantz Fanon, s'était mis en tête de défendre la France à combattre le fascisme nazi. Les tentatives de dissuasion de ses parents qui ne voulaient pas qu'il s'engageât dans un combat qui se déroulait loin de la Martinique ne l'ont pas dissuadé. Et donc, il embarqua avec un de ses amis intimes le 12 mars 1944 et débarqua où? En Algérie. L'Algérie, je vous le rappelle, était un département français. Et c'était la France libre en Algérie. Donc, il débarqua en Algérie, il traversa ce département français à partir d'Oran vers Orléansville, puis Alger, puis Alger, pour atteindre Bougie, Béjaïa, où il reçut une instruction militaire auprès des forces françaises, libre avant d'être acheminé sur le front de guerre. Donc Béjaïa, vous voyez, il y a une histoire, Frantz Fanon. En foulant la terre algérienne, le jeune Frantz était loin d'imaginer que l'Algérie allait transformer sa vie plus tard. Néanmoins, il observa avec effroi la misère et fut choqué par le dénuement des enfants indigènes qui quémandaient de la nourriture aux soldats américains. C'est près d'Oran que Fanon vit des soldats jeter des morceaux de pain à des enfants arabes affamés qui se battaient sauvagement pour les attraper. Ce souvenir resta gravé dans sa mémoire. En palimpseste, au front, il fut victime de manière frontale d'un racisme non dissimulé de la part des officiers et des soldats blancs. En effet, après Bougie, il a débarqué du côté de Saint-Tropez et ensuite, en tant que militaire, ils ont monté vers le front l'est de la France. Et les discriminations, il les a vécues de la part des officiers et des soldats français blancs. Les discriminations par rapport à la couleur de la peau envers des soldats des colonies, comme le furent les Algériens, forcés d'aller se battre durant la Deuxième Guerre mondiale, les Sénégalais aussi, furent traumatisantes pour celui qui se pensait français. Le second séjour
Donc ça c'est le premier. Le second séjour eut lieu suite à l'obtention d'une bourse pour poursuivre des études supérieures en France, donc une récompense pour service rendu à la France en l'engageant contre les Allemands. Donc il a eu cette bourse en récompense. Donc il entama des études de psychiatrie à l'université de Lyon, où il fut de nouveau confronté au racisme envers les Noirs et envers les Algériens. Donc il a une longue histoire avec les Algériens, c'est-à-dire il n'est pas arrivé par hasard. À ce propos, de nombreux romanciers d'ailleurs martiniquais, comme Raphaël Confiant, écrivirent les brimades et les contrôles d'identité par la police française d'Antillais qui étaient pris pour des Algériens. Et donc ce fut un choc pour eux, parce que eux se pensant français, un choc et une perturbation pour ceux qui se percevaient donc comme blancs. Dans un tel contexte de racisme en continu, il théorise ses observations et ses réflexions à partir de ces territoires. Il analyse le racisme dans les sociétés coloniales où le noir, l'arabe, le colonisé restent perçus comme des sauvages et des décérébrés, car les rapports colon-colonisés sont des rapports de masse. Les Algériens ne sont pas nommés, c'est les Arabes, hein, les Kabyles, les gens du Sud, c'est toujours la masse. Les Noirs en Afrique du Sud, on ne parle pas de Sénégalais, mais la masse. Donc ça aussi, ça l'a frappé. Après la réussite de son médicat des hôpitaux psychiatriques, le 2 juin 1953, Frantz Fanon pratiqua son stage à l'hôpital Saint-Alban en France, dans un centre de psychiatrie plutôt progressiste, où il rencontra le psychiatre François Toquel, qui a eu une grande influence sur ses pratiques thérapeutiques, dans le sens où il existe un lien, ça a été démontré, entre l'histoire et les événements relevant des guerres. Donc, sur le plan médical, les internés de Saint-Alban avaient plus de liberté, d'où l'influence de ce territoire hospitalier sur Fanon. Donc un deuxième territoire qui a eu une influence sur lui. La conséquence est qu'il imita ses choix d'affectation, ses choix d'affectation étaient limités à cause du racisme subi dans l'Hexagone et en Martinique. Donc il ne voulait pas travailler ni en France ni en Martinique. Il jeta son dévolu sur le poste de chef de service psychiatrique à l'hôpital de Blida-Joinville, qui est aujourd'hui musée Frantz Fanon, en Algérie donc. Les multiples liens tissés avec les Algériens lors de sa traversée de l'Algérie avant d'aller combattre les Allemands à Paris, à Lyon, où il avait beaucoup de sympathie pour les Algériens, qu'il avait aidés et soignés. Ça, c'était à Lyon. Donc ces expériences dans ces territoires justifient son choix de l'Algérie, comme il l'écrit à son frère Joby, son frère aîné. Et il lui dit « Je pars en Algérie. Tu comprends? Les Français ont suffisamment de psychiatres pour soigner leurs fous. Je préfère aller dans un pays où ils ont besoin de moi. » Donc la France, en tant que lieu de racisme traumatisant, et en tant que territoire conquérant de l'Afrique, y compris l'Algérie, heurta Frantz Fanon. Ce territoire a eu indéniablement un impact sur ses choix professionnels et sur ses idées, bien entendu, et bien entendu aussi sur ses premiers écrits. Donc ça, c'est le deuxième territoire. Le troisième territoire, c'est le territoire de l'Algérie. Alors, à l'hôpital de Blida-Joinville, qui était d'ailleurs le seul hôpital de déments, de fous, en Algérie. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où on est en Algérie, si on est fou et on doit être interné, d'Oran, de Constantine, que sais-je, voilà, c'est Blida. Donc le médecin-chef Frantz Fanon recrute une équipe de psychiatres ouvertes à ses idées. En l'occurrence, Jacques Azoulay, qui est pied noir, mais pour l'indépendance de l'Algérie, Charles Géronimi également,
Alice Cherki, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur Frantz Fanon et que j'ai interviewé dernièrement, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui a été publié dans El Watan il y a 4 semaines. Donc je l'ai interviewé sur Fanon et sur l'Algérie, Alice Cherki qui est algérienne. Alors, et avec son épouse Josie Fanon, il s'installe dans ce territoire colonisé en novembre 1953, c'est-à-dire une année exactement avant le déclenchement de la révolution algérienne. Dès son arrivée, il est confronté à un racisme colonial ostensiblement décomplexé, celui des pieds noirs. Le territoire de Blida et des terres de la Mitidja comptaient effectivement les plus gros colons, comme Borjo, Pellegrini, etc., qui possédaient ces terres qui étaient très fertiles, la Mitidja qui était les oranges, les clémentines, etc. Donc les terres fertiles où les paysans autochtones étaient exploités et dont la conséquence c'est la rébellion continuelle dans le centre d'Alger, dans l'Algérie et la Mitidja. À l'instar des manifestations du 8 mai 1945 à Sétif également, à Blida, le premier martyr tué par les colons en 1945, parce qu'on parle beaucoup de Sétif également, mais il y a eu des manifestations dans d'autres villes, y compris Blida. Même genre de manifestation. Et donc le premier martyr à Blida, en tout cas, s'appelait Mohamed Marah. Des représailles traumatisantes dans cette région se poursuivirent sans interruption, d'où le nombre croissant de malades mentaux internés à Blida-Joinville, de malades algériens. Ces malades, entre guillemets, indigènes, étaient cantonnés dans une aile séparée de l'hôpital. Séparés pourquoi? Et ça a choqué Frantz Fanon. Et donc son nouvel ancrage, je vous le dirai dans un moment, son nouvel ancrage à l'hôpital devint un marqueur indélébile tant il était à l'écoute des Algériens avec qui il a su établir des liens d'empathie. Les malades mentaux qui ont subi des traumatismes dus aux injustices coloniales lui ouvrirent les yeux sur un monde injuste, discriminatoire, colonialiste, lui rappelant le traitement des Noirs, ça c'est intéressant, donc ce territoire lui a rappelé le traitement des Noirs en Martinique par les Blancs à travers les siècles. Donc ces territoires coloniaux s'entrelacèrent dans son esprit, lui qui était en quête d'équité et de liberté. Dans ce territoire, il appliqua des méthodes qui favorisent l'empathie envers les malades indigènes. L'instauration de la liberté de parole est avérée bénéfique pour le mental des patients hospitalisés dans les salles sans lumière, donc confinés. Donc tous les malades algériens étaient confinés dans des salles séparées. Ils étaient ligotés de peur qu'ils ne se révoltent. Donc il y a un a priori, voilà, c'est des sauvages. Donc les malades algériens étaient médicalement bourrés de sédatifs, qualifiés d'agités et de violents, d'où les électrochocs et les outils psychochirurgicaux comme la lobotomie et l'épectomie pratiquée par le professeur Porot. Le professeur Porot qui était le directeur de l'hôpital, psychiatre, pied noir, de l'école d'Alger. Et le professeur, il a eu donc une confrontation avec le professeur Porot par rapport à ses pratiques à lui, Frantz Fanon. Donc pour le professeur, pour Frantz Fanon, inacceptable donc ce traitement des indigènes dans une aile séparée. Édouard Saïd rejoint du reste Frantz Fanon, Édouard Saïd le Palestinien, rejoint Frantz Fanon lorsqu'il écrit que les colonisés sont perçus comme des problèmes à résoudre ou à enfermer, ou encore
alors que les puissances coloniales convoitent ouvertement leur territoire conquis. Donc les idées anticoloniales de Frantz Fanon commencèrent à mûrir à ce moment-là, dans ce territoire-là, et à s'affirmer, et ses observations l'encouragèrent dans ses engagements politiques. En effet, il promet à son frère Joby de transformer, il était très lié avec son frère aîné, de transformer la vie de ces malheureux patients. Le système colonial de division des espaces est une réalité sociologique. Il l'analyse avec brio dans le premier chapitre des Damnés de la Terre, qui s'intitule « De la violence ». Il y décrit la configuration politico-géographique d'Alger. Les territoires au sein du système médical de Blida-Joinville sont sans aucun doute la matrice de ces analyses de la géographie coloniale. Donc dans ce premier chapitre, Frantz Fanon analyse les quartiers arabes et les quartiers européens. La Casbah, quartier arabe, Climat de France, quartier arabe, Bab el Oued, quartier... Voilà. Donc division des espaces. Donc Fanon crée des lieux de connexion et de rencontre entre les malades mentaux indigènes. Et c'est c'est là où il a réussi. À l'instar de, par exemple, il a créé une cafétéria, une mosquée, un stade de football, avec l'aide de l'infirmier Abed Dahman, qui était lui-même joueur dans une équipe à Blida, et il a créé aussi un salon oriental. Donc les rencontres permettent de faire revivre les histoires ancestrales, les contes, les chants algériens. Dans le salon oriental, soudainement dans cet hôpital, les youyou fusent, signe de bonheur et de reconnaissance de soi. Donc ce territoire hospitalier marque ces idées qu'il exprime ainsi. Je cite Fanon, le colonisé ne reconnaît aucune instance. Il est dominé, mais non domestiqué. Il est infériorisé, mais non convaincu de son infériorité. Et ça, c'est important. Donc, ce territoire de la région de Blida, de la Mitidja, construit son raisonnement politique et idéologique. Alors justement, son approche médicale valorise précisément la culture autochtone. Sa rencontre avec l'aide-soignant Abdelrahman Aziz fut cruciale pour Frantz Fanon. Abdelrahman Aziz, le chanteur, vous le connaissez. Fut crucial pour l'application de ces méthodes thérapeutiques révolutionnaires au sein d'un système colonial déshumanisant. Il en va de même pour Abdelrahman Aziz, pour qui l'arrivée de Frantz Fanon dans cet hôpital fut valorisante. Frantz Fanon lui donna la possibilité d'être utile pour ses frères et sœurs grâce à sa voix exceptionnelle de chanteur. Il l'initie à la culture algérienne. Donc on voit que Frantz Fanon prend beaucoup plus de la culture des infirmiers arabes, on disait ça à l'époque, et non des pieds noirs. Donc vous voyez, son choix était fait. Et Abdelrahman Aziz l'a initié à la culture algérienne. Fanon découvre chez le chanteur infirmier ce qu'est la générosité. On est généreux, non? Donc la générosité, le don de soi et l'humanisme. Il s'est reconnu dans les valeurs de cette voie nationaliste dont l'apport thérapeutique le confirma dans ses méthodes psychiatriques curatives, donc par la musique et les arts. La psychothérapie est liée à la sociothérapie, voire à l'ethnothérapie, autrement dit, le soin par la culture propre du malade. Frantz Fanon rejoint ici Édouard Glissant, qui formule ceci quant à la nécessité de maintenir la culture du subalterne. Là, j'utilise un terme de Gayatri, etc. Frantz Fanon rejoint donc Édouard Glissant sur cette question qui dit « Scruter la dépossession, c'est contribuer à la lutte contre la déperdition collective et donc contre l'oubli.
Les résultats positifs de ces audaces thérapeutiques ne tardèrent pas à être visibles chez les internés algériens qui manifestaient plus librement leurs émotions. Ils se sont lâchés, leur joie, le plaisir d'être reconnus dans ce qu'ils avaient de plus profond, leur algérianité. Les colons voulaient éradiquer cette algérianité, comme l'observe Frantz Fanon. Je le cite. Il me fallait démontrer plusieurs choses. Que la culture algérienne était porteuse de valeurs autres que la culture coloniale. Que ces valeurs structurantes devaient être assumées sans complexe par ceux qui en sont porteurs. Les Algériens soignants et soignés, il me fallait, pour avoir l'adhésion du personnel algérien, susciter chez eux un sentiment de révolte sur le mode « Nous sommes aussi capables que les Européens ». Donc la dernière phrase, donc il y a toute cette question aussi que la psychiatrie doit être politique. Et c'est comme ça que Frantz Fanon conçoit son métier, sa profession plutôt. La dernière phrase est capitale car elle révèle la prise de conscience du problème politique des Algériens grâce à son implication. Pour lui, le lien entre la situation coloniale en Algérie et le microcosme hospitalier de Blida-Joinville s'avère indiscutable, flagrant, comme l'avait constaté la Moudjahida, parce qu'elle était Moudjahida, Alice Cherki, et qui dit « Le lien entre les situations coloniales et la psychopathologie individuelle est de plus en plus au centre de l'élaboration de Fanon. » Donc l'hôpital devient le reflet du monde extérieur pour Fanon. Et l'impressionnante empathie de Fanon envers les colonisés, les laissés pour compte, naît de ce territoire, et la culture de l'échange, du don de soi, de la fierté de soi, font partie du peuple noir de Martinique, et Fanon les retrouve chez le peuple ou dans le peuple algérien. Le Martiniquais, donc, au final, et ça c'est très important, se retrouve dans l'Algérie. Le territoire d'action de Frantz Fanon s'étend lorsqu'il sort de l'hôpital et il décide de se rendre dans les douars dès 1955 pour visiter les lieux de vie des paysans algériens. Il veut connaître le peuple algérien par le biais de leur rapport, évidemment dans le cadre de sa profession, avec la folie. Il veut connaître le peuple, donc ces paysans. Il ne se positionne pas en tant que psycho-ethnologue, pas du tout, mais plutôt comme un psychiatre engagé anticolonialiste, en fusion avec le territoire mental des autochtones. Vous voyez les différents territoires qui se superposent, comme je l'avais dit au début, en palimpseste. Il visite les montagnes de Kabylie, les montagnes de Chéréra, Castiglione et les douars de la région d'Orléansville, à l'Aslam aujourd'hui. Donc il observe que le douar est un lieu de ressourcement et de stabilité depuis des siècles. Car, je cite, il constitue, je cite Fanon, un espace stable et géographiquement limité. C'est le lieu où se déroule de façon permanente la vie en général, peu mouvante, d'une collectivité qui ne s'agite et ne tend vers un bouleversement de sa structure profonde que lorsque des paroxysmes échelonnés largement s'invitent au cours de l'histoire. Sinon, il y a une stabilité, une cohésion dans les douars algériens, avant le colonialisme bien sûr et après. C'est-à-dire avant que les Français ne déplacent les paysans pour qu'ils n'aident plus les moudjahidines, voilà, les camps de regroupement. Donc la reconnaissance de l'histoire civilisationnelle millénaire des Algériens contredit pour lui le discours du système colonial et le confirme dans ses positions. Il constate que la vie y est paisible, je le cite, elle s'inscrit dans un univers d'une sérénité profonde, authentifiée par une religion commune, elle traduit une adhésion intime et profonde des membres de la collectivité à un style de vie bien défini, sans à-coups. Aucun jugement de valeur,
quant aux us et coutumes d'Édouard. Je cite ici la citation parce qu'on est un peu en retard. Alors, en relation avec la nature qui rythme la vie en intelligence, c'est très important, en intelligence avec les saisons. Hein. Donc, l'écologie n'est pas née... les Algériens, voilà, il y a eu une cohésion entre la nature et le mode de vie. Donc, avec les saisons, la religion, la démocratie traditionnelle, comme il l'a constaté avec les Djem'a, et les assemblées de villages dans d'autres régions d'Algérie. Ces observations en rapport avec la démence notent combien est important le rôle de la foi et des marabouts dans la gestion de la folie. Ah, n'oubliez pas que c'est dans ce cadre qu'il a visité les Douars. La croyance de l'intégration du fou, du fou dans la société musulmane est un élément de guérison. Et ça, il le constate et il se rend compte que les études qu'il a fait, à Toscane, etc., en Algérie, il le faisait de manière instinctive. Donc, c'est un élément de guérison, car le malade est pris en charge par la communauté. Il souligne aussi le rôle majeur des femmes dans le Douar par rapport à cette question. Alors là, je crois que, vu que c'est les femmes, je crois qu'on peut citer, on peut prendre une minute. Oui. Il y a tout d'abord les femmes qui participent souvent au secret du monde des génies et connaissent la puissance du verbe et de l'envie. Les femmes peuvent peut-être lever le poids du mal qui me blesse. Elles se transmettent des recettes mystérieuses, très souvent efficaces. Plus puissants que les femmes et plus savants qu'elles, il y a encore les Raqash, versés, c'est un texte de Fanon, versés dans la connaissance des paroles du livre. Ils savent les faire jouer contre toute forme du mal pour protéger et guérir le fou. Donc, de retour à Blida, après cette virée dans différentes régions d'Algérie, Frantz Fanon accepte de soigner les premiers maquisards blessés. Donc il y a eu le territoire là, influencé de manière telle qu'il commençait à prendre des contacts, parce que les infirmiers qui étaient sous sa direction étaient tous militants FLN. Donc ils l'ont initié. Donc il accepte quand on le lui a demandé, il accepte de soigner les premiers maquisards blessés de la région de Sheria, Mitidja, etc., qui ne pouvaient pas se rendre chez un médecin. Pourquoi ? De peur d'être arrêté. Il s'est engagé, donc il a trouvé une combine, excusez l'expression, et il s'est engagé à les admettre par le biais de l'hospitalisation de jour. Alors pourquoi l'hospitalisation de jour ? Parce qu'elle était plus sûre et les patients n'étaient pas répertoriés, ils n'étaient pas inscrits, ils n'étaient pas signalés aux autorités locales et donc ils ne savaient pas qui, et on n'écrivait pas de quoi ou pourquoi ils étaient venus faire une auscultation. Donc il était dans la légalité coloniale, mais lui il faisait son travail d'aide auprès des Moudjahidés. Avec les indépendantistes algériens, il s'est impliqué en faveur de la lutte anticoloniale, faisant de l'hôpital Blida-Joinville un territoire de combat. Le militant Mohamed El-Mili confirme dès 1955 que Frantz Fanon, sans hésiter et sans être prié, cacha dans l'hôpital qu'il dirigeait des chefs de la Révolution et non des moindres. Donc vous voyez, son implication était de plus en plus importante. Il est évident que le territoire Algérie encouragea Frantz Fanon à rejoindre les révolutionnaires et donc à envoyer sa lettre de démission au ministre résident français à Alger en décembre 1956. La lettre est longue, il explique pourquoi il quitte
donc l'Algérie, en tout cas ce poste. Et en fait, c'était pour rejoindre le FLN et inscrit ainsi son algérianité territoriale en devenant Franz Ibrahim Omar Fanon. L'ensemble de ces territoires et leur impact sont exprimés dans un ouvrage intitulé L'an 5 de la Révolution algérienne. Maintenant, je passe au 4e territoire, le territoire de l'Afrique subsaharienne. C'est rapide. Alors, depuis, donc, il a été exfiltré d'Algérie jusqu'à Paris par le FLN, et ensuite le FLN l'a envoyé à Tunis par Rome, donc pour faire partie donc d'El Moudjahid à l'époque, en tant que écrivain journaliste soutenant la cause algérienne, en tant qu'Algérien. Donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, a nommé tout de suite, quelques mois après son arrivée, a nommé Ibrahim Omar Fanon ambassadeur itinérant du GPRA en Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas rien. Il s'installa au Ghana, premier pays à accéder à l'indépendance en 1957. En Afrique de l'Ouest, il défendait la guerre des Algériens contre le colonialisme en insistant sur le rôle de la révolution algérienne qui est, je cite Fanon, à l'avant-garde de la révolution africaine. L'impact de sa démarche incita, donc sa présence en Afrique de l'Ouest, incita Charles de Gaulle à octroyer et à faire vite l'indépendance aux colonies de l'Afrique de l'Ouest par peur d'un embrasement à l'algérienne. Vous voyez, donc son influence, elle est vraiment importante par rapport même au désistement ou le retrait du colonialisme français. Voilà. Sauf que quand les Français, quand ils se sont retirés de l'Afrique de l'Ouest, ils ont placé, à part 2 ou 3, leurs hommes. D'où le néocolonialisme. Donc, a octroyé donc l'indépendance aux colonies de l'Afrique de l'Ouest de peur d'un embrasement. Et donc, observateur des pays nouvellement indépendants, c'est là où je viens par rapport à cette question de donner l'indépendance à certains, comme le Sénégal, avec Senghor, etc. Frantz Fanon alerta déjà sur le rôle des bourgeoisies nationales qui n'étaient pas en faveur des peuples, car elles ne défendaient que ses intérêts. Et les intérêts, donc, des ex-colons. Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon a écrit sur les dérives néocoloniales de ces bourgeoisies. Je cite, « La bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orientée vers la production, l'invention, la construction, le travail. Elle a une psychologie d'homme d'affaires, non de capitaine d'industrie. » Vous voyez qu'il était en avance sur son temps. Et Frantz Fanon avait 30 ans. C'est-à-dire une maturité politique extraordinaire. Les territoires comme le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo ou la Guinée ont nourri ces analyses politiques pessimistes quant à l'avenir de l'Afrique. En occupant le terrain à l'instar de sa présence à la World Assembly of Youth, où il a fait adopter une résolution condamnant la France coloniale en faveur d'une Algérie indépendante. Avec Omar Ousdiq et Mohamed Yazid, il s'est rendu à Léopoldville, donc territoire toujours africain qui a influé sur ses futurs écrits. Et il rencontra Patrice Lumumba à Léopoldville et à Accra à l'invitation du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, dont le but était de créer les États-Unis d'Afrique, en droite ligne dans sa propre vision d'un continent uni. Donc Frantz Fanon avait déjà prévu, aujourd'hui on appelle l'UA, l'unité africaine, c'était l'OUA.
Alors au Mali, il échangea avec le président Modibo Keïta, le premier président du Mali, pour ouvrir, comme il y avait la ligne Maginot entre le Maroc et l'Algérie et entre la Tunisie et l'Algérie. Donc c'était très difficile en 58, 59, de faire rentrer les armes. Et donc, en tant qu'ambassadeur itinérant du GPRA, Frantz Fanon voulait ouvrir une brèche par le sud pour faire entrer les armes aux Moudjahidines. Donc, il s'est entretenu avec Modibo Keïta pour ouvrir ce qu'il a appelé le front du Sud. Le front Sud pour approvisionner l'ALN, l'armée de libération nationale, en armes. Le territoire subsaharien a conforté ses idéaux politiques pour une Afrique unie. Ainsi, ces territoires subsahariens furent une inspiration pour rédiger deux ouvrages. Un ouvrage qui s'intitule Alger, le Cap, et l'autre ouvrage pour la révolution africaine, qui est en vente dans les librairies en Algérie toujours. Donc les rencontres avec les dirigeants et révolutionnaires africains furent autant d'impact sur ses idées et ses analyses idéologiques. Le continent donna une autre dimension à son engagement qu'il exprima pour la jeunesse africaine dans une lettre publiée dans El Moudjahid Tunis en 1958 où il met la jeunesse en garde. Je cite l'extrait. Le monde colonial subit depuis une quinzaine d'années des assauts de plus en plus violents et l'édifice lézardé est en voie d'écroulement. Nul ne conteste aujourd'hui que cette liquidation du colonialisme ne constitue la marque spécifique de l'après-guerre. Le processus historique, né de multiples contradictions inhérentes au système capitaliste et dynamisé par la volonté nationale des peuples opprimés, préside à la naissance d'États indépendants. Jeunesse des pays coloniaux, il faut que vous sachiez que l'avenir de votre existence nationale, la cause de votre liberté et de votre indépendance se trouve en jeu actuellement en Algérie. Et ça, c'était en 1958. Donc il avait, si j'ose dire, l'Algérie dans le sang. Le territoire de l'Afrique du Sud, de l'Afrique au sud de l'Algérie, l'a conforté dans son algérianité. Lui, il était contre Afrique noire, Afrique blanche. C'était une seule Afrique. Donc c'est pour lui la séparation de la peau, une thèse que j'ai défendue dans tout ce que j'ai écrit, c'est une séparation raciste de l'Afrique. Donc le territoire au sud de l'Afrique confirme donc le conforte dans son algérianité et dans son africanité aussi, bien entendu, car ce futur lieu d'inspiration pour ses analyses politiques, il les exprime pour la révolution africaine, comme je l'ai dit, et son ouvrage son dernier ouvrage qu'il a dicté, qu'il n'a pas écrit, à sa secrétaire. Donc la secrétaire l'a pris sous la dictée parce qu'il était atteint de leucémie. Voilà. Donc le GPRA l'a envoyé d'abord à Moscou. Ils n'ont pas pu le soigner ou ralenti. Et donc le GPRA et le président du GPRA ont décidé de l'envoyer aux États-Unis. Voilà. Et il est décédé dans un hôpital près de Washington, donc d'une leucémie il est mort. C'est là où il est décédé. 36 ans. À 36 ans, voilà, c'est ça. En 36 ans, et il est mort auprès de son épouse Josie Fanon et son fils Olivier étaient présents. Alors je vais conclure. Alors, donc vous voyez, les territoires sont importants. Il faut tout de même rappeler que l'étude de l'espace, pour conclure, a toujours été présente dans les études littéraires. Il n'y a rien de nouveau en tant que sujet d'analyse. Mais la géocritique a ceci de nouveau, c'est qu'elle éclaire le rapport constructif entre l'espace physique et l'être humain en mouvement. En mouvement dans le sens
intellectuelle. Donc cette théorie accorde un intérêt à l'espace géographique dans toute construction sociale, psychologique, politique, voire idéologique de personnes réelles, mais aussi de personnages fictionnels en littérature. Ainsi, Bertrand Westphal affirme que les liens entre la géographie et les individus démontrent les influences réciproques, à savoir entre espace et individu, comme nous venons de le démontrer avec Frantz Fanon, et ses territoires de vie, qui forment de fait sa cartographie d'hommes engagés. En termes d'analyse spatiale, il y a un décentrement, dans le sens où l'espace n'est plus égocentré. Il est à noter aussi que Frantz Fanon ne décrit jamais les lieux. Les paysages, voilà. Le seul moment où il parle où il décrit un peu, c'est quand il parle de la ville d'Alger et sa géographie coloniale. Quartier arabe, quartier européen. Donc, la géocritique permet de souligner l'importance pour lui de l'être humain. Donc, dans tous ses écrits, ce n'est pas l'espace qui est important, c'est l'être humain. Et l'être humain qui est en situation d'infériorité. Donc, son évolution, un territoire et son histoire agissent sur l'individu, sur son évolution psychique et politique, comme on vient de le voir. Ces territoires sont devenus des lieux de jaillissement de la question de la vie, comme le formule Achille Mbembe. C'est une citation le jaillissement de la question de la vie, c'est Mbembe qui le dit. Les lieux de vie montrent combien l'histoire des territoires peuvent imprégner l'histoire de l'homme et l'évolution de ses idées. Par ailleurs, tout passage d'un territoire à un autre provoque des questionnements, des engagements et des écritures de textes qui reflèteraient le cheminement de la vie. Les identités territoriales de Frantz Fanon atteignent leur quintessence à travers la publication des damnés de la terre. La jeunesse en Martinique, le vécu dans la société française, l'engagement dans la révolution algérienne, les déplacements diplomatiques en Afrique subsaharienne ont interagi avec ses propres luttes antiracistes, anticoloniales et humanistes. Dans le même temps, la géocritique aide à montrer l'impact de l'homme sur un territoire en lui donnant un autre cours en termes d'histoire. Et c'est le cas de Frantz Fanon. Il a changé le territoire donc de Blida à Joinville, il a changé le territoire à Tunis à travers ses écrits journalistiques, il a changé le territoire africain de par son influence. Et il y a eu un aller-retour idéologique entre l'Arbi Ben Midi, Krim Belkacem, etc. Il y a eu des échanges très très fructueux, forts, entre Frantz Fanon et Ben Khedda, etc. Donc il y a eu... Frantz Fanon a été important, évidemment qu'il n'a pas été l'initiateur de la révolution algérienne, mais il a beaucoup contribué de par son engagement. Et dans le même temps, Frantz Fanon, dont on fête aujourd'hui le centenaire, on n'aurait jamais fêté le centenaire de Frantz Fanon sans l'Algérie. Frantz Fanon n'aurait jamais existé. L'Algérie a fait Fanon. Alors, vous avez dit que je suis en train d'écrire une biographie de Frantz Fanon, parce que les biographies qui ont été écrites très rapidement, ils ne peuvent pas ne pas parler de l'Algérie. C'est impossible. Mais ils en parlent à la marge. Il y a même une biographie qui dit que les militants du GPRA étaient un peu racistes envers lui, ce qui est complètement faux. Donc mon approche dans cet ouvrage, qui va sortir, Inch'Allah, au printemps 2026, où je parle justement de l'algérianité avec des références algériennes sur la vie de Fanon. Donc,
ce que je peux dire, c'est que les territoires fanoniens ont marqué la géographie historique de ces écrits, qui à leur tour furent d'une grande influence en d'autres territoires. L'avenir. Aux États-Unis, avec les Black Panthers, avec Angela Davis, avec Stokely Carmichael, Miriam Makeba, Malcolm X. En Afrique subsaharienne, son influence, son territoire, a influé sur Amilcar Cabral, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Steve Biko d'Afrique du Sud et Modibo Keïta du Mali. Les dirigeants maliens devraient se rappeler de ça, d'aujourd'hui. Et bien sûr Nelson et Winnie Mandela et Breitenbach. Donc les analyses politiques de Fanon furent partagées dans l'espace du tout-monde d'Édouard Glissant. Ancrés dans ces territoires, ces textes sont politiquement, idéologiquement engagés. La dénonciation chirurgicale du racisme systémique et de l'oppression coloniale surgit de ces territoires-là. En cela, Franz Ibrahim Omar Fanon a transmis une nouvelle langue et un nouveau territoire idéologique aux opprimés dans le monde, afin qu'ils puissent s'extraire de toutes les chaînes oppressantes, afin de regagner leur liberté, comme le fit Édouard Saïd, un fanonien convaincu pour la Palestine. Merci.